Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle config du mois de novembre 2016 et ce mois-ci on part sur un PC qui sera aussi bien fait pour faire du gaming que pour faire tout finalement. On est même pas très loin d'une machine quasiment professionnelle pour un tarif de 2350 euros. Alors oui, ça peut paraître délirant et encore c'est pas le maximum, hein, on peut faire encore plus, mais vu que c'est possible de faire un PC à ce prix-là, autant en proposer un. Alors c'est parti, on commence immédiatement avec le processeur comme d'habitude. Alors pour un tel budget, il ne faut pas hésiter bien évidemment, on part sur un Core i7 6700K. Alors le Core i7 6700K, je précise quand même qu'il sera remplacé début 2017 par son successeur, par un nouveau processeur, mais qui n'apportera pas énormément de nouveautés. On devra avoir un gain de l'ordre de 5 à 10% à peu près en performance. Je préfère le préciser pour que vous n'ayez pas de surprise. Si vous achetez ce processeur maintenant, comme quasiment toute la gamme Intel, elle va être mise à jour dans environ 2-3 mois. Donc voilà, je préfère quand même le préciser. Autrement, on est sur un Core i7, donc on a un quad-core avec hyper-threading, ce qui veut dire qu'on a 8 cœurs virtuels. Il est compatible avec le socket 1151, gravé en 14 nanomètres, architecture Skylake, 4 GHz de base, 4,2 GHz turbo, consommation annoncée de 95 watts, possibilité de l'overclocker, compatible avec la DDR3, la DDR4, etc. C'est un processeur qui est très puissant, hein, qui est fait aussi bien pour de la bureautique que pour du jeu vidéo, gaming. Alors, pour faire du jeu vidéo pur, on pourrait prendre un Core i5, ça serait suffisant. Le Core i7, il est surtout, on va dire, plus recommandé pour les usages un peu plus, on va dire, entre guillemets, professionnels. C'est-à-dire des usages où on va vraiment utiliser la puissance du processeur, on va vraiment utiliser toutes les technologies du processeur. Pour du jeu vidéo pur, on aurait pu se contenter d'un Core i5 et donc faire quelques économies. Mais vu qu'on a un budget de 2350 euros, autant partir sur le plus gros Core i7 de la gamme, pour le socket en tout cas 1151. Si on veut encore plus puissant, il faut partir sur les Core i7 du socket 2011 V3. Mais alors là, ça devient vraiment de l'ultra haut de gamme. Ce processeur, on le trouve pour environ 380 euros, ce qui fait déjà un processeur assez cher. Donc on va se contenter, j'ai envie de dire, de ce processeur-là. On peut voir plus haut, bien sûr, si vous n'avez pas le budget. Comme je disais, un Core i5 peut très bien faire le boulot. On continue ensuite avec la carte mère. Je suis parti sur une MSI Z170A Gaming M5. Alors on est sur une carte mère MSI, format ATX, socket 1151, chipset Z170 et on est sur la gamme gaming. Alors bien sûr, chipset Z170 pour pouvoir overclocker le processeur, c'est tout l'intérêt. On a un processeur qui est compatible avec l'overclocking, autant en profiter et donc autant prendre une bonne carte mère. Alors c'est une carte mère qui est tout équipée, hein, il y a absolument tout. On a par exemple deux ports M2 câblés en PCI Express 3.0 4X. Donc les ports M2, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, j'en ai déjà parlé. Ce sont des ports qui permettent de mettre des SSD. On a un port PCI Express 3.0 16X, un port PCI Express 3.0 4X et un port PCI Express 3.0 8X. Alors bien sûr, je parle du câblage puisque tous ces ports sont au format 16X mais sont câblés en 16X, 8X, 4X. Donc on pourra faire sans problème du SLI ou du Crossfire, jusqu'à 64 Go de RAM. On a un chipset audio 8 canaux, je n'ai pas la référence précise, mais en tout cas, il est très très bon, mais je dirais presque excellent. Une puce Qualcomm Gigabit Ethernet E-Killer 2400 pour le réseau. On a également de l'USB 3.1, de l'USB 2.0, une sortie HDMI, une sortie DVI. On a également un port USB 3.1 type C, ce qui est assez sympa. Et puis voilà, on a plein d'options. La carte est plutôt orientée gaming, aussi bien sur le look que sur les fonctionnalités. C'est une carte mère qui n'est pas donnée, puisqu'on a quand même un budget de 210 euros. Hein, c'est à peu près le prix que vaut cette carte mère. En ce moment, on est à 210 euros, ce qui en fait une carte mère qui est excellente. Bon, en même temps, pour le prix, toutes les cartes mères à ce prix-là sont quand même très bonnes. Il n'y a pas vraiment de mauvais élèves. Voilà, donc c'est une bonne carte mère pour un bon processeur. L'avantage, c'est que c'est une carte mère qui intègre plein de fonctionnalités, donc on pourra sans problème monter une grosse config. Et je précise également que cette carte mère sera compatible avec les nouveaux processeurs Intel, puisque comme j'ai dit juste avant, Intel va sortir sa nouvelle gamme de processeurs, qui sera les Intel Core de série 7000. Vous pourrez par exemple installer un Core i7 de série 7000 sur cette carte mère sans aucun problème.
On continue ensuite avec la RAM. Alors pour la RAM, je suis parti sur 16 Go DDR4. Oui, seulement 16 Go parce que 32 c'est un peu presque trop en fait. C'est quand même assez rare d'avoir besoin de 32 Go. Maintenant, si vous en avez besoin, pourquoi pas. Donc 2 x 8 Go, c'est de la Corsair Vengeance LED. Donc ça s'accordera assez bien avec la carte mère. On est sur de la DDR4 donc à 2666 MHz qu'à latency 16. Alors 2 barrettes pour faire le dual channel. On a un système d'éclairage sur le dessus des barrettes rouges qui s'accordera donc plutôt bien avec la carte mère. C'est un kit voilà, qui est plutôt orienté performance, gaming. 16 Go comme j'ai dit, c'est suffisant dans la plupart des cas, mais si besoin se fait sentir, vous pouvez en mettre plus. On est sur des barrettes à 135 € à peu près le kit. Alors 135 €, c'est plus élevé que 16 Go de DDR4, on va dire plus classique, mais là l'avantage c'est qu'on a quand même de la très bonne mémoire. On continue ensuite avec la carte graphique. Alors comme j'ai dit, c'est un PC qui est, on va dire, avant tout fait pour faire du jeu vidéo. Donc je suis parti sur une carte graphique de chez Asus et il s'agit de la GeForce GTX 1080 ROG Strix. Alors la GTX 1080, je ne vais pas en parler pendant 2 heures puisque c'est une carte graphique qu'on commence à connaître un petit peu. C'est quasiment la carte graphique la plus puissante actuellement puisque le seul modèle qui est au-dessus c'est la Titan X Pascal. Donc autant dire que c'est une carte qui est extrêmement performante. La carte est également compatible avec la VR, donc vous pourrez sans problème faire fonctionner un casque de VR avec cette carte graphique. Ça tournera quasiment sans aucun problème, étant donné que c'est quasiment la carte graphique la plus puissante actuellement. Donc voilà, pour ce qui est de la VR, il n'y a aucun problème. Bon, comme je disais, c'est vraiment presque la carte ultime. Au-dessus, c'est la Titan X. La Titan X Pascal, elle est à un prix absolument énorme et elle est plutôt tournée professionnelle. Ça, c'est vraiment une carte qui est déjà excellente. Alors pour faire le tour des caractéristiques un petit peu plus techniques, on a un GPU qui tourne à 1670 MHz de base, 1835 avec le turbo, 8 Go de GDDR5X sur un bus de 256 bits qui tourneront à 10 GHz effectifs. On a une compatibilité DirectX 12, compatibilité bien sûr SLI, on a 2 sorties HDMI, une sortie DVI, 2 sorties DisplayPort. Et la carte nécessite un connecteur PCI Express 8 pins plus un connecteur PCI Express 6 pins pour être alimenté. Cette carte est également très chère puisqu'on est quand même à 800 €. Alors c'est sûr, c'est presque un investissement, mais au moins vous avez quasiment la meilleure carte graphique du marché. Voilà, donc j'ai pris une version Asus parce qu'on a le système de refroidissement direct CU3 qui est assez sympa. Le prix est entre guillemets pas si élevé que ça. On a des cartes moins chères, mais on a également des modèles plus chers. Celui-là, on va dire, est dans la moyenne. Et voilà, c'est une très bonne carte, il n'y a aucun problème. Alors on continue ensuite avec le stockage. Comme d'habitude, 2 unités de stockage, un SSD plus un disque dur, même sur une configuration à 2350 €. Le SSD, j'ai choisi un Samsung 960 Pro M2 PCI Express 4X NVMe Express 512 Go. Alors derrière cette référence à rallonge, vous n'aurez peut-être pas tout compris, je vais essayer de vous expliquer un peu. On est sur un SSD au format M2, donc c'est un SSD qui va venir se fixer directement sur la carte mère. C'est la nouvelle génération de SSD et c'est ce à quoi servent les connecteurs qui sont sur la carte mère, que je vous en ai parlé au début quand j'ai parlé de la carte mère. Les connecteurs M2, ils servent à mettre des SSD comme celui-ci. Alors, on est sur un SSD Samsung, la nouvelle gamme 960 Pro. Et ce sont des SSD qui sont absolument géniaux. Déjà au format M2, ce qui veut dire qu'on le met directement sur la carte mère. Ensuite, il exploite du port PCI Express 3.0 4X. Donc c'est-à-dire la toute dernière génération, on ne peut pas faire mieux actuellement. Déjà un SSD PCI Express, c'est excellent. Et en plus là, on est en 3.0 4X. Donc c'est vraiment le top. Alors c'est un SSD qui exploite également le standard NVMe Express. Alors le NVMe Express, c'est le successeur du AHCI, qui lui-même était le successeur de l'IDE. C'est donc le système qui va permettre de gérer entre guillemets la mémoire, le stockage sur le SSD. Et le NVMe Express, il est fait pour les SSD PCI Express et ça permet d'avoir des performances qui sont absolument extraordinaires. Puisqu'on est à 3500 mégaoctets par seconde en lecture et 2100 mégaoctets par seconde en écriture, c'est-à-dire quasiment ce qui se fait de plus rapide aujourd'hui. Donc là, le PC il va démarrer, j'allais dire instantanément, presque instantanément. Voilà, c'est absolument extraordinaire, c'est ce qui se fait quasiment de mieux aujourd'hui. On a une endurance qui est de 800 Tera,
Donc je pense que c'est quand même suffisant, même pour un SSD, même si c'est pour une utilisation un petit peu professionnelle. 800 Teraoctets d'endurance, soit à peu près 5 ans d'utilisation, on va dire d'utilisation vraiment poussée, c'est quand même pas mal. Par contre, il y a un petit truc qui fâche, c'est le prix, puisque pour un SSD de 512 Go, ce qui n'est pas énorme, on est à 350 €. C'est le prix de la vitesse, c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir un disque dur à côté, parce que voilà, 512 Go aujourd'hui, c'est pas assez. Et puis 350 €, les versions, il existe des versions 1 Teraoctet, mais alors là, je ne vous parle même pas du prix, ça s'envole littéralement. Et à côté de ça, on a un traditionnel Seagate Barracuda 7200.14 en SATA, 2 Teraoctets, qui vaut à peine 80 €. Ça, c'est le disque dur qu'on met quasiment partout. Les Seagate Barracuda, c'est ceux que je recommande en ce moment, puisque Western Digital est un petit peu dans les choux, on va dire. Donc les Seagate Barracuda ont ma préférence. 2 Teraoctets, généralement, voilà, c'est suffisant. Après, c'est à moduler en fonction de vos besoins. On va continuer avec le boîtier. J'ai choisi un Be Quiet Silent Base 600 noir fenêtré. Alors le Silent Base 600, il me semble que j'en avais déjà parlé. C'est un boîtier qui accueillera les cartes mères au format ATX. On a voilà, tout ce qu'il faut, une isolation phonique qui est excellente, puisqu'on a une vitre qui est en double vitrage. On pourra sans problème mettre notre carte graphique, on pourra mettre une alimentation. On a 3 unités de stockage, enfin 3 emplacements pour disque dur 3,5 pouces, 3 emplacements pour des lecteurs CD, Reobus, enfin des emplacements 5,25. Voilà, c'est un très bon boîtier. Ce que je peux rajouter d'autre, c'est que on a également 3 emplacements 2,5 pouces. On a un ventilateur 120 mm de fourni à l'arrière. 2 emplacements 140 mm en façade avec un ventilateur de fourni. Et on a également un emplacement 120 ou 140 mm sur le côté, avec cette fois-ci pas de ventilateur de fourni. Et on a bien sûr 2 emplacements 120-140 sur le dessus. C'est un très bon boîtier avec USB 3.0 en façade, on a tout ce qu'il faut, hein, on a de l'USB 3.0 et de l'USB 2.0 en façade. Je tiens à préciser qu'on a quand même 4 ports USB à l'avant. Voilà, donc comme je disais, c'est un très bon boîtier. Après, le boîtier, encore une fois, c'est adapté au goût de chacun. C'est quelque chose qui touche un peu plus, on va dire, des goûts et des couleurs. Après, voilà, moi, c'est un boîtier que je recommande parce qu'il est très bon dans sa catégorie. Surtout qu'on est à un prix de 125 €, ce qui est assez raisonnable. Après, chacun fait ce qu'il veut. On continue ensuite avec le système de refroidissement parce qu'on a un Core i7 overclockable. Donc, on va en profiter pour mettre un bon système de refroidissement. Et je suis parti sur le tout nouveau Be Quiet Silent Loop en 240 mm. Alors, le Be Quiet Silent Loop, c'est un système de refroidissement tout en un all-in-one. Donc, c'est-à-dire un water cooling que l'on va simplement avoir à visser. Hein. On monte ça directement dans le boîtier, il n'y a pas de plomberie à faire. 240 mm, donc avec un radiateur de 240, ce qui fait qu'on pourra le mettre en haut sur le boîtier. Et surtout, c'est un système qui nous provient de chez Be Quiet. Alors, il vient tout juste de sortir. C'est le premier système de water cooling de chez Be Quiet. Au début, c'est vrai qu'on pouvait être un petit peu sceptique. Alors, il y a eu des tests qui ont été faits, je vous invite à vous renseigner si vous êtes intéressé. Hein. Il y a des tests qui ont été faits par la presse, etc. Et il s'avère que c'est quasiment le meilleur système de refroidissement tout en un qui est disponible sur le marché actuellement. C'est même le meilleur. Il est extrêmement silencieux, extrêmement performant, le design est très correct, le design est franchement bon. Hein. Il s'intégrera parfaitement, hein. Ça ne jure pas au niveau du PC comme certains qui sont notamment chez Cooler Master, où certains accrochent un petit peu moins sur le design. Là, on reste sobre, on reste Be Quiet, quoi. Et voilà, comme je disais, c'est un truc qui est absolument excellent. Alors, il est conçu pour des processeurs jusqu'à 350 watts de TDP. 350 watts, c'est absolument énorme. Je ne sais même pas s'il y a des processeurs enfin non, même dans le monde professionnel, etc. Je ne sais même pas si cette valeur de 350 est atteinte par ne serait-ce qu'un processeur. Je ne crois pas. Compatible avec tous les sockets, bien évidemment, 240 mm comme je le disais. Donc on a 2 ventilateurs de 120 mm qui sont fournis. Par contre, ce qui fait un petit peu mal, c'est le prix, puisqu'on est à 130 €. C'est un petit peu cher, mais franchement, à ce prix-là, vous avez le meilleur système de refroidissement all-in-one en 240 mm disponible sur le marché actuellement. Et comme je disais, 350 watts, on pourra overclocker notre Core i7 jusqu'à son maximum. Ce n'est pas le système de refroidissement qui nous bridera, ça c'est sûr. Et on va terminer avec l'alimentation. Alors, pour l'alimentation, je suis parti sur du Corsair. J'ai pris tout simplement la RM750X que j'avais présentée sur ma chaîne
il y a quelques temps, puisque j'en possède une. Franchement, c'est une excellente alimentation. 750 watts, 80 plus gold. Alors le ventilateur également s'arrête lorsque la consommation est inférieure à 40% de la puissance totale, donc ce qui nous fait à peu près 350 watts. Donc en dessous de 350 watts, le ventilateur est à l'arrêt. Et c'est une alimentation qui est très bonne, les câbles, tous les câbles fournis sont très bons, on a des câbles plats, les gainages sont excellents, on a toute la connectique qu'il faut. Vous pourrez même installer éventuellement une deuxième GTX 1080, l'alimentation en est capable. Vous pourrez overclocker le Core i7, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, c'est une alimentation que je recommande. Elle a l'avantage également de n'être pas trop chère puisqu'on est à 130 €. Et franchement, 130 € pour une alimentation comme celle-là, je trouve que c'est plutôt correct. Il existe la version i. Alors la version i, la RM750i, elle a une seule différence, c'est qu'elle intègre le Corsair Link pour monitorer l'alimentation. Moi, je trouve que c'est une fonction qui est plutôt accessoire, qui n'est pas forcément utile. Et le problème, c'est que si vous voulez la version i, on passe de 130 à 170 €, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait exploser le prix pour au final pas grand-chose. Donc la Corsair RM750X, c'est vraiment l'alimentation que je vous recommande. Voilà, j'ai terminé pour cette config du mois. Alors petite précision, je fais cette vidéo au mois de fin novembre, fin novembre. Comme je l'ai dit, il y a des nouveaux processeurs qui vont sortir, aussi bien chez Intel d'ailleurs que chez AMD. Du côté des cartes graphiques, pas trop de changements de prévus dans les mois à venir, donc là vous pouvez investir sans trop de problèmes. Également, ce que je tiens à préciser, c'est qu'à Noël, tous les sites internet quasiment font des réductions, des promotions, etc. Déjà au mois de novembre, on a déjà des réductions. Et donc vous pourrez sans problème faire baisser la facture de quasiment 6-7% sans aucun problème en utilisant les codes de réduction, etc. qu'on trouve partout au mois de décembre et même ça continue généralement début janvier. Donc cette configuration, alors c'est presque du matos professionnel, là on atteint des budgets qui sont absolument énormes. Je sais que c'est loin d'être accessible à tout le monde, moi-même, bon, j'ai pas les moyens de me faire un PC à 3500 €, excusez-moi, 2350 €. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une indication si vous êtes intéressé et éventuellement pour faire rêver quelques-uns. Sur ce, on se retrouve le mois prochain, je ne sais pas encore pour quel type de config, mais je trouverai bien quelque chose à faire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine.